Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actualité de la semaine avec les journalistes Raphaël Ruffy-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour Alex. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, les élections législatives dans le Rhône. Je vous propose cette semaine d'évoquer les 6 premières circonscriptions de notre département, d'analyser les enjeux, d'évoquer les tendances. Alors, première circonscription du Rhône, pour commencer, qui englobe le 5e arrondissement de Lyon, mais aussi Gorge-de-Loup, La Confluence et Gerland. Thomas Rudigoz en était le député macroniste depuis 2017. Alors, Raphaël, c'est un vrai duel qu'on peut annoncer à l'avance avec la candidate insoumise du nouveau Front Populaire, Anaïs Belloissat-Chérifi. C'est un vrai duel. La dernière fois, Thomas Rudigoz avait plutôt surpris en l'emportant dans cette circonscription. Je vous rappelle qu'au premier tour, il avait été devancé. Et il s'était récupéré au deuxième tour. Ce qui n'était pas rien, parce qu'en plus, les candidats macronistes ailleurs en France avaient plutôt été en retrait sur le deuxième tour. Donc c'était un peu, pas le miraculé, mais enfin quand même, ça avait été une belle performance. Là, honnêtement, il aborde le scrutin dans une situation beaucoup plus compliquée. A priori, c'est une circonscription qui va basculer à gauche. Damien, pourtant, Thomas Rudigoz a été le maire du 5e arrondissement. Alors, on parle beaucoup d'ancrage, de parachutage, le fait d'avoir été élu local, ça compte. Là, Thomas Rudigoz, ancien maire du 5e arrondissement, qui est la partie la plus importante de sa circo, pourtant, il est annoncé en ballottage défavorable. Alors, oui et non. Effectivement, je rejoins ce que disait Raphaël. Ça va être très serré au regard du résultat des européennes. Les législatives ne sont pas les européennes. Là, j'ai fait un total aux européennes, total droite, total gauche sur les 7 premiers. On serait sur un 49% total gauche et total droite, 45%. Donc on est très serré avec un taux de participation qui est quand même relativement bas. Et il reste 6% de marge des autres partis. Et là, les partis fantoches qui servaient à rien. Donc déjà, ces 6% potentiellement pourraient se reporter sur l'un ou l'autre candidat. C'est-à-dire que vous mettez les 15% à droite, du Rassemblement national à droite? Non, mais je parle des total droite, total gauche. Alors après, il y a aussi un candidat de droite. Non, mais aujourd'hui, ces gens ne sont pas forcément compatibles sur le programme. Mais de ce qu'on entend pour l'instant, vous pensez que le Rassemblement national va voter Rudigoz? Les centristes, s'ils doivent faire un choix, logiquement, ils vont plutôt faire un choix sur du régalien que sur le parti d'extrême gauche, dans ce sens-là. Dans le sens inverse, si vous êtes un électeur d'extrême droite, vous allez de toute évidence plutôt vous reporter sur la République en marche que sur l'extrême gauche. Enfin, ça paraît assez logique. Alors Après, de toute évidence, il va y avoir une déperdition de voix. Donc là, on a une marge de 6% de gens qui sont partis sur d'autres partis. On va sans doute avoir une mobilisation qui va être importante sur la première, plus importante aux législatives. Et moi, je pense qu'il y a un bénéfice quand même au sortant. Thomas Rudigoz, ancien maire du 5e, député assez présent dans les médias, assez visible à Lyon. Honnêtement, je pense que ça va être certainement la circonscription la plus serrée, la plus difficile. Il avait gagné 1500 voix au deuxième tour la dernière fois, ce qui était déjà pas une marge énorme. Moi, je ne donne pas ni gagnant ni perdant. Pour moi, on va finir sur un 50-50. Après, la personne qui est en face de lui, Anaïs Belloissat-Chérifi, c'est vrai que elle cogne, elle est présente sur le terrain, elle occupe l'espace, elle est sympathique, elle a des choses à dire. Donc effectivement, ça va être une campagne qui va être costaud. Je pense quand même que bénéfice peut-être au sortant, parce qu'en France, et c'est valable pour toutes les autres circos, les Français très à droite ont très peur de la gauche, les gens très à gauche ont très peur de la droite, et les gens du milieu ont peur de la droite et de la gauche. Donc il va y avoir une mobilisation qui va être hyper importante. Je pense que dans cette circonscription-là, ça va se retrouver. Romain, déjà sur le fait d'avoir changé de candidat à gauche, c'était Aurélie Gris qui était adjointe dans le 7e arrondissement, qui n'était pas très connue, dont c'était la première campagne en tant que tête de liste. Là, de mettre Anaïs Belloissat-Chérifi, qui connaît bien les campagnes, même si elle n'a pas été candidate en tête de liste, ça peut changer la donne? Je ne pense pas que ce soit ça qui change la donne. Elle est effectivement, c'est une vraie militante, elle est proche de Mélenchon, elle est dans les structures du parti depuis très longtemps. Elle a fait tout ça toute sa vie, donc elle connaît très bien ce que c'est que de se lever pour aller tracter, prendre, distribuer le maximum de tracts, elle est très efficace. Aurélie Gris, c'était plus implantée au sens où elle avait fait un très bon score quand même. Oui, d'ailleurs, Raphaël le disait, un très bon score au premier semestre. Je pense que ça a été difficile pour elle, mais je pense que les militants LFI ont basculé dans la campagne de Anaïs sans difficulté. Je pense que quand même son avantage considérable, c'est que dans la circo, Manon Aubry pour LFI est arrivé très nettement en tête, et que en fait Rudigoz il est quand même 4e si on prend les résultats dans la circo. Et 4e. Pour remonter tout ça, ça paraît extrêmement difficile parce que, bien sûr, il est implanté dans le 5e arrondissement parce qu'il est là depuis toujours.
Sa mère était là avant, il connaît énormément de gens, il fait de la politique, mais fondamentalement, ça reste il part avec un désavantage en termes de voix qui est considérable. Ça paraît. Alors, il est remonté la dernière fois, effectivement, il avait 2000 voix de retard sur Aurélie Grier, ce premier tour. Il est passé avec 1350 devant. C'est très peu, mais en même temps, c'est une belle remontée. Je ne pense pas que ça puisse se reproduire cette fois-ci. Raphaël ? Ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde le profil du candidat du Front populaire, c'est qu'on aurait pu penser qu'un profil plus proche du Parti socialiste aurait eu encore plus de chances de faire basculer cette circonscription. Mais le PS n'a pas voulu de cette circonscription. C'est ce qu'on a compris des négociations et des récits qu'on a eu après. C'est qu'elle était prévue pour le PS. C'est assez logique vu le score de Raphaël Glucksmann aux européennes. Dès le début des négociations, la première était réservée pour le PS, la deuxième sortante pour les écologistes. Mais en fait, au PS, à un moment donné, ils ont dit qu'ils préféraient avoir une autre circonscription ailleurs. Si j'ai bien compris, c'est la 10e de Haute-Garonne et qu'ils ont récupéré. Donc il faut en conclure que le candidat socialiste en Haute-Garonne a plus d'importance que Sandrine Runel au sein du parti. En tout cas, il n'y a pas eu... personne ne s'est mobilisé au sein du PS pour l'obtenir. J'en ai beaucoup vu, il n'est pas là, Romain Blachier, dire « Ah là là, c'est Bruno Bernard, qu'est-ce qu'il a négocié, il a tué le PS, etc. » Mais en réalité, pas du tout. C'est le PS qui s'est tué lui-même à Lyon. Allez, on va avancer, mais Damien, peut-être pour finir... Juste on rappelle les chiffres, parce que LFI arrivait largement en tête, non, 18,13%, avec le PS à 17,50% derrière, le RN à 15,90% et Besoin d'Europe, donc Renaissance, 15,65%. Oui, donc quatrième. Oui, mais entre 18% et 15% avec un taux de participation qui est bas, l'écart n'est pas énorme en réalité. La participation est à 54. Oui, mais une petite participation supplémentaire, ça peut tout changer. Et honnêtement, ce n'est pas énorme. Vous avez mis les lunettes, vous avez le stylo, c'est le professeur Damien Gouy-Perret qui est avec nous. J'ai des chiffres ici, c'est pour qu'on ne dise pas de bêtises et c'est pour rectifier mes voisins si par hasard ils se trompaient. Oui, bien sûr. Eh ben, n'hésitez pas à intervenir. Si, hésitez. On va passer à la deuxième circonscription du Rhône. Alors là encore, un découpage un peu funky, Pente de la Croix-Rousse, 4e arrondissement, Duchère, Valmy Industrie, Saint-Rambert. Pas de député sortant puisque Hubert Julien Laferrière arrête la politique. Alors Romain, ce fut la circonscription qui a été la plus réclamée à gauche pendant les négociations. Tout le monde voulait y aller au final. Est-ce que ça veut dire que Boris Tavernier, qui a été au final le candidat de la société civile investi par les Verts, eh bien, est le seul et unique favori? Est-ce que c'est joué? Ah oui, c'est joué, oui. La question, c'est est-ce qu'il gagne au premier tour ou est-ce qu'il gagne au deuxième? Là, il a à peu près 53%, à peu près sûr. En cumulant toutes les voix de gauche des européennes? En cumulant tout ce qui est même en prenant un peu les animalistes et tout ça, ce qui vient de la société civile qui est très connue à la Duchère. Son association VRAC a très très bien marché. Il est sympathique, bien. Bon, il veut y aller depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il veut passer en politique. Et puis on a bien vu, vous avez vu le nombre de gens qui se sont désistés au moment où il est arrivé. Ça a été, tout le monde s'est couché. Oui, dont Nathalie Perrin-Gilbert. Dont on pouvait penser qu'elle savait ce qu'elle faisait. Donc je pense que là, la question est pliée, on peut en parler, mais ça ne sert pas à grand-chose. Raphaël, vous avez minimisé le rôle de Bruno Bernard dans ces négociations. Là, le choix de Boris Tavernier, on peut quand même qualifier ça de coup de maître. En fait, la deuxième circonscription, il l'avait. Dès le départ, c'était une sortante écologiste. Et dans les négociations, ils étaient quand même assurés. Il a réussi à trouver le candidat qui fait qu'il n'y a pas de dissident. Il n'y a pas de dissident. Ça, par contre, effectivement, c'est plutôt bien joué parce que c'était une circonscription où on s'attendait à avoir des dissidences. On a parlé de Nathalie Perrin-Gilbert. Ça aurait pu être Jean-Christophe Vincent qui essayait de s'installer en politique, même si ce n'est pas officiellement déclaré. Il a essayé d'avoir une investiture. Il lui a été dit au PS d'aller plutôt vers la première, d'ailleurs, parce que la deuxième était plutôt pour les écologistes. Si le PS avait vraiment voulu la récupérer, il aurait fallu que, dans une négociation, qu'il propose quelque chose. Et donc Olivier Faure dise à la place, on vous donne ailleurs une circonscription que les écologistes tiennent à avoir. Comme il n'y a eu aucune proposition de ce genre, il n'y avait aucune chance qu'ils l'obtiennent. J'ai entendu des gens au PS dire c'est dommage, Jean-Christophe Vincent, s'il a l'intention de se compter au municipal, d'y aller, il aurait dû aller déjà en profiter dans cette circonscription, commencer à s'implanter. Parce que c'est possible qu'effectivement, il ait raté son opportunité de se distinguer, de se présenter, parce que c'est pas du tout sûr qu'il y ait l'espace politique désormais pour une candidature dissidente à gauche aux prochaines municipales. Bon, on laisse la parole à la médaille Fields 2024. Je pense qu'il n'y a pas photo pour Boris Tavernier, très clairement. Effectivement, quand on voit les données chiffrées, les reports de voix possibles, etc., très clairement, ça devrait le faire pour Boris Tavernier.
Je pense comme vous que Jean-Christophe Vincent avait beaucoup plus le profil, en revanche, pour cette circonscription. Et je pense effectivement qu'il a raté le coche. Ça aurait pu être un marchepied pour la suite, même s'il ne gagnait pas, mais au moins pour scorer. Peut-être préciser qui est Jean-Christophe Vincent. Jean-Christophe Vincent, c'est le président de l'AS Duchère aujourd'hui. Lyon-la-Duchère. Et qui est très implanté dans le 9e, qui vit dans le 9e depuis très longtemps, qui a travaillé avec les équipes Colomb, c'est quelqu'un qui connaît bien la politique, qui est vraiment dans les réseaux socialistes. C'était le grand négociateur du PS, quand il était collaborateur du PS à l'époque. Qui a une vraie visibilité, et je pense que pour lui, c'est dommage. Je pense qu'il a raté le coche, et que c'était pour lui vraiment l'occasion, je pense qu'il pouvait l'emporter sans problème. La difficulté dans cette circo, pour Bruno Bernard, c'était de chanter Delphine Batho. Parce que cette circo, en fait, elle appartenait à Delphine Batho. Génération Écologie. Génération Écologie, et Hubert-Julien Laferrière, c'était quelqu'un qui était avec Delphine Batho. Donc il fallait que Bruno Bernard arrive à trouver quelqu'un qui soit Delphine Batho compatible pour qu'elle puisse rien dire, tout en lui retirant, en fait, la mainmise sur cette circonscription, puisque à l'intérieur des Verts, il y a une compétition. Et ça, c'est quand même très bien joué. Si on peut juste dire un mot des autres candidats qui sont investis dans cette circonscription. Il y a d'autres candidats, oui, effectivement. Donc Loïc Terren, qui, comme en 2022, est investi par Renaissance. Et puis, pour les Républicains, c'est Marylle Guillotot, fille de Christophe Guillotot, mais avant tout élue elle-même dans le 2e arrondissement. Ça ne fait pas le poids, clairement. Non, ça ne fera pas le poids, parce qu'elle n'a aucune visibilité, Marylle Guillotot. Elle est élue dans le 2e arrondissement, mais elle s'occupe notamment de la culture, elle n'a pas une grosse visibilité. En plus, elle s'appelle Guillotot, donc il y a des gens qui peuvent se dire, là, on est très clairement dans l'installation de ma fille ici. Je pense que Pierre Oliver aurait pu dire, j'y vais, je sais que je risque de ne pas gagner, mais au moins j'y vais. C'est-à-dire, je prends la responsabilité d'y aller pour montrer que je suis un chef. Je pense que c'est une erreur d'avoir envoyé Marylle Guillotot qui va peut-être même pas faire 5%. Même avec le risque pour Pierre Oliver de prendre une fessée à 2 ans des élections municipales. Il aurait peut-être moins pris une fessée parce qu'il est quand même maire du 2e arrondissement. Il aurait pu y aller en disant, je sais que je ne vais pas gagner, mais au moins j'ai le courage de représenter mon étiquette politique. Non, mais au premier tour de 2022, le candidat Loïc Terren fait presque 30%. Là, grosso modo, hier, là, aux élections européennes, elle fait 15%. Donc, il y a un énorme problème. Bon. Mais c'est vrai que le refus d'obstacle de Pierre Oliver il est questionnant pour le leadership à droite. Quand un leader, normalement, il y va dans ce type de campagne, surtout en urgence, elle est difficile, mais il marque le coup pour la prochaine fois. Le fait qu'il n'y aille pas, quelque part, ça lui bouche le passage pour les prochaines municipales. Il y a 18% qui ont été effectués par les petites listes. Donc ces 18%, ils vont se reporter d'un côté ou de l'autre. Forcément, ça peut changer un peu la donne. Mais honnêtement, je pense que Boris Tavernier devrait gagner, pas forcément au premier tour, mais au 2e sans problème. Ce qui est amusant, c'est que s'il n'y avait pas eu la dissolution et du coup une campagne éclair, très probablement cette circonscription aurait été extrêmement disputée parce qu'elle a toutes les caractéristiques justement pour qu'il y ait des dissidences, pour que les gens viennent se compter. Et au final, dans ce temps très court, tout le monde a compris que ce serait l'étiquette qui allait compter beaucoup plus que l'ancrage. C'est pour ça que Nathalie Perrin-Gilbert, qui aura eu ses chances, elle y serait allée dans un autre contexte, peut-être que Jean-Christophe Vincent aussi. Mais là, tout le monde se dit il y aura un tel vote utile, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, donc la deuxième, finalement, elle va être une des moins intéressantes, alors que c'était celle qu'on observait en se disant que c'était là où il pouvait se passer quelque chose, celle de la circonscription de Michel Noir à l'époque. Allez, on avance sur la 3e circonscription du Rhône. Elle vous concerne si vous habitez l'ouest du 3e arrondissement, le nord du 7e et le centre du 8e. C'est l'écologiste Marie-Charlotte Garin qui en était la députée. Face à elle, Renaissance envoie la référente du Rhône des Jeunes avec Macron, Clara Hainaut-Lassalle. Et puis Béatrice de Montilly, qui rêve de la mairie de Lyon, retente sa chance avec LR. Damien, c'est encore paumé pour la droite là, non? Alors, c'est encore paumé pour la droite, mais il y a une donnée qui est intéressante dans le calcul que je vous ai fait tout à l'heure. Total gauche 33%, total droite 23%. Et il reste sur les autres listes européennes 44% qui sont les diffusées. Et ça, c'est hyper important et ça peut changer complètement la donne. Alors je pense que pour les LR, ça va être très compliqué. Honnêtement, je ne vois pas comment LR peut émerger ici. Ça va forcément basculer chez Garin, à mon avis, au 2e tour. Mais il y a cet inconnu des 44%. Chez qui vont aller les gens qui ont voté pour le parti animaliste, pour le parti des enfants, hein. Oui, mais ça, 44% total. Non, pas du tout. Et Griezmann a fait 20% et LFI a fait 20% dans la circo. Donc ils sont à 40% de départ. Alors, on n'a pas les mêmes données. Moi, je vous ai envoyé les mêmes chiffres pourtant. J'ai pas les mêmes données. J'ai LFI à 12,40%. 12 dans la 3e. Ça doit être... Ah non, ça c'est la 4e. Bon, alors j'ai dû me tromper. Oui, je pense que ce serait mieux de partir sur un socle de 50%. C'est par rapport aux inscrits.
Ah oui, en exprimé, on est à grosso modo un peu en dessous de 50% pour la gauche. Donc déjà, c'est il n'en demeure pas moins qu'il en reste une énorme partie qui est partie sur tous ces petits partis un peu fantoches. Parce que c'est l'abstention, en fait. Et c'est très, très difficile de dire où vont aller ces gens-là. Et donc, le résultat à 100% des européennes ne sera pas le résultat des législatives. Mais effectivement, pour moi, ce n'est pas gagné pour LR. Raphaël, en 2022, il y avait un tel dynamisme, un tellement engouement autour de la campagne de Marie-Charlotte Garin que certains s'imaginaient qu'elle puisse gagner au premier tour. Ça n'avait pas été le cas. Finalement, ça avait été un peu plus compliqué que prévu face à Sarah Payon de la Macronie. Cette année, ça peut être la même chose, vous pensez? C'est une candidate qui est beaucoup moins connue de Renaissance. Oui, je pense que je suis d'accord pour dire que Marie-Charlotte Garin a gagné cette circonscription a priori, qu'effectivement elle peut la gagner dès le premier tour. Je pense que en fait, Béatrice de Monti a quelque chose à jouer. Elle ne gagnera pas, ça c'est sûr, mais le score de LR il est très bas dans la circonscription. 4,79. Voilà, c'est peut-être encore des inscrits. Mais ça c'est dans les inscrits. On est quand même à 9. Bon, on va laisser Romain Metz donner les chiffres à présent. mais ça reste assez bas. En fait, si elle fait mieux, elle montrera qu'elle a une équation personnelle. Et alors, comme Pierre Oliver a refusé l'obstacle, si elle fait un bon score dans cette circonscription, si même elle arrive à éviter une élection au premier tour de Marie-Charlotte Garin, on va se dire qu'elle marque des points dans la compétition interne à droite pour les municipales. C'était une évidence de l'envoyer parce que c'est une des figures de la droite dans cette troisième circonscription. Elle a débilité éventuellement d'aller au municipal et donc elle se devait d'y aller justement par souci ne serait-ce que de notoriété. Et ça, la petite notoriété qu'elle a va forcément attirer plus de voix à droite que si on envoie quelqu'un au casse-pipe qui est un illustre inconnu. Après, d'avoir la notoriété de quelqu'un qui perd tout le temps les élections, c'est pas terrible non plus. Hein. Non, mais il y a beaucoup de gens... Gérard Collomb l'a eu il y a beaucoup de gens, avant de gagner des élections, qui en ont perdu beaucoup. Je vous rappelle que Gérard Collomb, il a commencé, je crois, à Sainte-Foy-les-Lyons en 1974, avant de devenir maire de Lyon. Et il a perdu presque toutes ses élections avant, même s'il a fini par être... C'est marrant parce que tout le monde prend tout le temps le même exemple. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne pour qui ça a fonctionné. Non, parce que c'est l'exemple le plus parlant, en réalité, parce que tout le monde le connaît. Il y a plein d'autres exemples de gens qui sont cassés le nez sur plein d'élections et qui, un jour, ont émergé. Donc, elle s'installe dans un territoire, elle essaie de se faire de la notoriété. Je ne dis pas qu'elle sera gagnante demain, mais je pense qu'elle a eu raison d'y aller, en tout cas. Là, honnêtement, je pense qu'elle n'a aucune chance de gagner sur cette circo dans les circonstances actuelles. Oui, non, moi je suis assez d'accord parce que Béatrice de Monti, elle pouvait ne pas y aller. Elle est assez identifiée, enfin, elle est très peu connue, d'accord, mais on voit bien son attachement à David Lisnard, donc cette idée d'une droite libérale qui cherche à libérer le pays d'un excès de normes et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est parlant. Alors finalement, si vous regardez Pierre Oliver ou avant Anne Prost, personne ne voyait, c'était des gens à droite, mais on ne voyait pas. Elle essaye de montrer qu'il existe un discours de droite qui est... Bon, évidemment, elle n'a aucune chance, parce que la gauche a 52% au premier tour, donc c'est mort. Mais je pense qu'elle ne va pas se faire un échec de plus. Très vite. Raphaël. Oui, non, mais on peut se demander si Pierre Oliver n'a pas investi, parce que c'est lui qui avait la main mise sur les investitures pour la tuer politiquement un peu, et que finalement ça fasse l'effet inverse s'il a réussi sa campagne. On avance avec la 4e circo, la dernière de Lyon, qui comprend le 6e arrondissement, puis une partie du 3e et du 8e. Anne Bruniera en était la députée Renaissance. Face à elle, l'adjointe socialiste au maire de Lyon, Sandrine Runel, mais aussi l'élu du 6e, Romain Billard, pour les Républicains. Raphaël, c'est peut-être la seule circonscription du Rhône qui pourrait être gagnable sur le papier pour le Parti socialiste. Faut le dire vite quand même. Hein. La seule circonscription... À peu près gagnable. À peu près gagnable. Si, oui. Disons que c'est parce que... Oui. Alors, dans la petite histoire des négociations, celle-ci, elle était normalement écologiste. Hein. Elle était écologiste la dernière fois. C'était Benjamin Badouard en 2022. Et à la fin des négociations, elle était toujours écologiste. Et c'est Bruno Bernard qui... en tout cas, c'est ce qui se dit autour de lui. C'est Bruno Bernard qui a proposé aux socialistes de l'échanger plutôt par rapport à ses équilibres internes en disant... les socialistes, vraiment, ils ne vont pas être contents dans le Rhône. Ils ont été maltraités en interne. Au final, ils le sont pas. Ils le sont quand même, hein, pas contents. Oui, mais en l'occurrence, s'ils ont cette circonscription, c'est plutôt grâce à Bruno Bernard et pas grâce à leurs représentants dans les négociations. Bon, elle est évidemment très difficile. La seule chance pour la gauche de gagner, ce serait qu'il y ait une triangulaire. Il y a, dans la 4e circonscription, il y a des coins où le Rassemblement national est assez haut, dans le 8e. Le 6e est plus haut que d'habitude, mais quand même si la participation est forte, la marge pour imaginer une triangulaire est quand même assez élevée. Donc moi, je pense pas qu'elle bascule. Romain ? Je pense aussi que c'est la circonscription où, au sein de la ville de Lyon, il va y avoir le plus de
de compétition. Je pense que c'est possible pour Sandrine Runel. Elle est un peu connue quand même. Ça fait 4 ans qu'elle est à la mairie, donc les gens voient un peu qui elle est. Anne Brunira est quand même dans une situation très très difficile, même dans sa circo. Il faut quand même penser qu'il a fait que 18% Macron au premier tour, enfin au seul tour des européennes qui sont maintenant le premier tour. Donc 18% pour Anne Brunira, c'est quand même très très bas. La gauche est à 42, 43, 44%. Effectivement, la question, c'est, il y a eu une forte participation, hein, ça va monter à 64, 65, ce qui donne la possibilité à Romain Billard d'être au troisième tour, au troisième tour si on compte les européennes, ou au deuxième tour sinon. Et là, c'est jouable. Si Romain Billard n'est pas au deuxième tour, ça sera Anne Brunira contre une fille qui est identifiée LFI. Et effectivement, comme c'est quand même une circonscription encore un petit peu à droite, ça sera plus dur pour elle. Vous n'êtes pas d'accord sur les triangulaires, hein. Vous parlez plutôt du RN, vous de LR. Damien ? Il a peut-être raison. Alors, moi, je pense que si Romain Billard est en mesure de se maintenir au deuxième tour, il se retirera au bénéfice d'Anne Brunira. Donc, il n'y aura pas de triangulaire. D'accord. Selon moi. Je ne vois pas une triangulaire avec Romain Billard. Je vois une potentielle triangulaire avec le Rassemblement national, plutôt. J'y crois pas, en fait. Je crois que malgré un taux de participation qui peut être relativement élevé, là, je parle bien en nombre d'inscrits en pourcentage. Renaissance arrive avec 11,65%. Je rappelle que pour pouvoir se maintenir au second tour, il faut faire au minimum 12,5% des inscrits et non pas des votants. Là, il n'y en a aucun qui serait en position de se maintenir en réalité. Hein. Bah si, donc, bien sûr que si. À 64%. Non, personne n'a fait 12,5%. Personne n'a fait 12,5% là, sur les européennes. L'extrême droite est à 14 plus 6, c'est-à-dire qu'ils sont à 20. Des votants, pas... C'est largement au-dessus. Mais ils partent encore séparés. Donc, on a un candidat Zemmour d'un côté et on a un candidat Rassemblement national de l'autre. Donc, ça peut se dispatcher de la même façon. Donc, aujourd'hui, si on regarde du taux de participation aux européennes, qui était de 59%, pour l'instant, il n'y en a aucun qui fait 12,5% des inscrits. Donc, normalement, on devrait retenir les 2 premiers pour le second tour. J'ai du mal à croire qu'on aura une triangulaire. Et je pense que le 6e arrondissement est un arrondissement qui va peser beaucoup dans ce vote-là, parce que le 6e arrondissement est capable d'un vote utile dès le premier tour. Et peut-être que Romain Billard va sous-scorer dans le 6e arrondissement, qui pourtant est plutôt historiquement LR. Enfin, 64% au premier tour des européennes, c'est quand même énorme. Personne au monde n'a fait une circonscription pareille. C'est la circonscription qui, dans le Rhône, elle a le plus de participation. On va encore monter. Par rapport à 64, on va monter à 68% de participation. Et là, pour faire 12,5% des inscrits à 68, il suffit de faire 17%. Oui. Il y sera, évidemment. Alors après, si vous savez qu'il va se désister pour... Non, je ne sais pas. Mais sinon, il va être au deuxième tour. J'imagine qu'il se désistera, parce que ça ne lui servira à rien d'aller au casse-pipe si effectivement il est 3e. Il préférera de toute façon toujours, selon moi, un candidat Renaissance qu'un candidat LFI, tout simplement. Allez, je vous propose qu'on parte vers le nord et la 5e circonscription du Rhône, Caluire, les Deux-Sâtonnais, le Val-de-Saône, Saint-Didier, Saint-Cyr. C'est la Modem, Blandine Brocard, qui reste sur 2 mandats. Le patron du PS du Rhône, le Caluirard Fabrice Matteucci, lui fait face, ainsi que Bastien Join des Républicains. Bon, c'est pas le territoire le plus enthousiasmant du département, hein. On va donc laisser Romain Mels s'enflammer à notre place. Alors, je suis enflammé modérément. Hein. On voit effectivement pas trop ce qui se passe là-bas. Ça a l'air intéressant, pas tellement. Bon, là, on sait quand même qu'on est sur quelque chose où le... Parce que ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à présent, vous voyez, on débat là sur les 4 premières circonscriptions, on n'a pas parlé du Rassemblement national. Un petit peu. Enfin, on n'a pas cité de nom, par contre. On n'a pas cité un seul nom. C'est vrai. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez... C'est des relatifs inconnus dans Lyon. Hein. Et c'est plus que des relatifs inconnus, ce sont des totaux inconnus. Je ne sais pas si on dit ça. Ou des... On comprend. Oui, on comprend. Je veux dire, et ça c'est fou. On a ce débat, on est la 3e ville de France, il n'y a pas un mot sur le... Et on a tout à fait raison, hein, si on parle de Lyon. Mais quand même, il faut se souvenir qu'au départ, il y a le 10 juin, c'est quand même 32% pour Bardella et 5% pour Marion Maréchal-Le Pen. Et on imaginait des figures locales être candidates, Christophe Boudot, Andréa Cotarac, Agnès Marion, Michel Morel, et finalement... Personne. Dans la 5e, je vous le cite, parce que sinon ça va pas être sympa. Sacha Bitoum. Sacha Bitoum. Bravo pour Sacha Bitoum. Mais je veux dire, Agnès Marion, elle est candidate dans le 95, à côté de Roissy. Et Andréa Cotarac dans l'Ain. Et Andréa Cotarac dans l'Ain, dans un endroit complètement perdu. Et Thibault Monnier dans la Drôme. Ouais. Donc tous ces gens-là sont... Alors là, il y a une grosse stratégie... Enfin, il doit y avoir une grosse stratégie du RN qui consiste à dire on n'arrête pas de perdre, on va mettre des gens qui ne font pas campagne, parce qu'il y a jamais, on les voit absolument nulle part. Et ils refusent nos débats. Et ils refusent les débats, donc il y a une grosse stratégie. Mais bon... Pour l'instant, on a raison de ne pas en parler, mais en même temps, l'élection législative, elle se fait là-dessus, normalement, sur le RN. Ben là, non. Bah, peut-être un petit peu dans le 5e, du coup, il faudrait voir avec Blandine. Damien.
Moi, je pense qu'il y a une marge de participation qui reste 44% éventuellement de gens qui peuvent participer. C'est validé par Romain Metz, il y a eu 54% de participation. Là. On a une sortante qui s'est fait tacler quand même tout au début de son mandat, plusieurs fois comme étant inexistante, n'ayant pas de permanence, etc. Donc je pense qu'elle a perdu beaucoup de points. Vous parlez du premier mandat ou du deuxième mandat Je parle de son premier mandat, enfin en 2017. Quand elle était élue. Oui, mais ça laisse des traces pendant des années et des années. Oui, de gens qui disent ça fait 2 ans qu'elle est élue, on ne l'a pas vue, quoi. Donc elle n'a pas renvoyé l'image de quelqu'un qui était très présent, de quelqu'un qui bossait. Elle a peut-être essayé de rattraper derrière. Mais quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, elle a perdu des électeurs là-dessus. C'est vrai que le Rassemblement national est très haut dans cette circonscription. Je pense qu'on a un vrai risque de triangulaire. Et je pense que le Rassemblement national peut gagner cette circonscription. Donc ça va être très très compliqué. Ça va dépendre aussi du taux de participation. Mais là, je pense qu'on a vraiment de la marge et qu'on va se retrouver avec une triangulaire. Je n'avais pas vu venir le RN dans la 5e. Hein. Je ne suis pas sûr que le RN, il est en tête déjà. Donc, oui, 22% aux européennes, plus 7% de Zemmour. En tête. Et puis, s'il doit y avoir un choix entre LFI, j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, et le Rassemblement national, je pense que les centristes vont préférer un parti qui renvoie une image d'ordre qu'un parti qui renvoie une image de désordre. De tête, le candidat du RN? Non, regardez pas, de tête. Sacha Bitoum. C'est Sacha Bitoum. Allez, Raphaël. Le Front populaire, c'est Fabrice Matteucci. Oui, ça, je Bravo. Moi, je pense qu'il a raison de... Il y a une possibilité d'une triangulaire. Une triangulaire ouvre le jeu un peu pour tout le monde. Hein, le problème, même là, on est vraiment sur 3 blocs et dans cette circonscription, en fonction de la dynamique nationale, même la gauche, quelque part, pourrait l'emporter, alors que vraiment, c'est une circonscription qui a jamais été gagnée par la gauche, je crois, et qui normalement, n'a aucune chance de basculer à gauche. Mais effectivement, comme le RN était en tête, il est haut, mais pas si haut que ça. Il y a la possibilité d'une triangulaire. Moi, je pense que la sortante, pour le coup, même si ce que vous avez dit est vrai, part plutôt comme favorite, Blandine Brocard. Allez, on va terminer l'émission avec la 6e circonscription du Rhône. C'est celle qui est la plus simple à identifier géographiquement, puisque c'est Villeurbanne. Voilà, ni plus ni moins. Le député LFI, c'était Gabriel Amar, parachuté en 2017, mais facile vainqueur. Cette fois, il a face à lui 2 figures locales. On se croirait un peu dans l'arme fatale, avec Jean-Paul Brett, l'ancien maire socialiste, et Marc Fraisse, des Républicains. Les 2 ont été députés de la 6e dans les années 90. Pas de candidat de la majorité présidentielle. Damien, le nouveau Front populaire a un boulevard devant lui, ou est-ce que la présence de 2 figures d'expérience respectées, ça peut mobiliser un électorat inattendu? Alors, ça va mobiliser au premier tour un électorat inattendu, mais honnêtement, c'est un boulevard pour Gabriel Amar. Front populaire. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Ce n'est pas la présence de Marc Fraisse qui va révolutionner la droite. Il a dit que c'était une figure respectée et connue de Villeurbanne. Il n'en demeure pas moins que c'est une figure respectée, que c'est quelqu'un qui effectivement est connu à Villeurbanne, mais qui a aussi perdu les élections suivantes et qui n'a plus été élu depuis 1988. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas présenté. Je pense que... Ça fait longtemps qu'il promet qu'il va se présenter, mais... Mais c'est vrai qu'il se retire souvent. Oui, mais quand on a envie de se présenter, on se présente, en réalité. Donc là, en l'occurrence, il avait envie de se présenter, il est allé jusqu'au bout. Les autres fois, il avait envie, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Aussi parce qu'il ne va pas renverser la table. En revanche, la candidature de Brett, ça peut changer un peu la donne. Parce que Brett, c'est quand même une vraie personnalité de Villeurbanne. Il veut vraiment marquer... Alors, faire la différence, pas sur le résultat final. Il ne faut pas se leurrer. La circonscription, elle va revenir à Amar. Mais ça peut peut-être retarder un peu l'échéance, tout simplement. Parce que Brett, c'est une figure locale qui est appréciée à Villeurbanne, qui est toujours appréciée, qui s'est retiré lui-même, qui est parti en disant il était malade, etc. C'est une façon pour lui de marquer politiquement son désaccord avec le nouveau Front populaire, tout simplement, dire je ne m'y retrouve pas. Je trouve que, je vais parler de social-démocratie en l'absence de Romain Blachier, qui m'interdit en général d'en parler, je trouve que c'est une démarche qui est assez saine de montrer qu'il peut y avoir 2 lignes différentes, comme à droite, il y a des lignes différentes. Et je trouve que c'est plutôt sain, même s'il sait qu'il ne va pas gagner. Raphaël, il y aurait probablement eu une victoire au premier tour pour Gabriel Amar sans Jean-Paul Brett. Est-ce qu'avec Jean-Paul Brett, ça change la donne? Il y aura probablement une victoire au premier tour de Gabriel Amar parce que, encore une fois, c'est une élection où l'équation personnelle des candidats est moins pesée que d'habitude. Il y a le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Il y aura un vote utile dès le premier tour. Le candidat investi est député sortant et soutenu par le maire de Villeurbanne. Bien sûr, Jean-Paul Brett est une personnalité qui compte à Villeurbanne, mais en politique, le temps passe aussi assez vite. Il s'est retiré il y a 4 ans. Évidemment que beaucoup de gens se souviennent de Jean-Paul Brett, mais bon, il y a un nouveau maire de Villeurbanne, il y a un nouveau député. Il ne peut pas y avoir un effet à la François Hollande?
François Hollande, qu'en effet, à la François Hollande, il manque aux Villeurbanais et les Villeurbanais ont envie qu'il François Hollande a été investi par le Front Populaire, ça changerait tout. Jean-Paul Brett aurait été investi, ça changerait la donne, même si là, il a de fait le soutien du camp présidentiel parce qu'il ne présente pas de candidat. Dans cette circonscription, il n'y a pas de trop de débat, ce sera Gabriel Amar. Romain ? Oui, je ne sais pas trop quoi dire d'original sur cette circo. Je pense que c'est cuit pour... Alors allez, je vous laisse terminer, puis après je vous ferai quelque chose d'original. Ce qui est quand même un petit peu... Tant mieux. Ce qui est un peu étonnant, c'est le fait... La fois dernière, c'était Emmanuelle Aziza, qui était pour le camp présidentiel. Oui, avec Horizon. Avec Horizon, oui. Alors qu'avant, elle était... LR. Et là, elle n'y est plus du tout. Donc là, effectivement, on a du mal à comprendre la stratégie. Il y avait Bruno Bonnell qui était là, qui doit être encore un peu ensemble. Enfin, voilà. On a du mal à comprendre ce que fait la droite et le camp présidentiel dans cette circo. Et elle va aller à gauche pour Amar aussi au premier tour. Et ben vous avez réussi à dire le truc original que je voulais vous faire dire. Effectivement, sur la place de l'opposition à Villeurbanne, qui est donc très à gauche, il n'y a plus de LR, il n'y a plus de Renaissance. Ouais. Le RN, donc, qui était Michel Morel, qui est la Villeurbannaise, qui était un peu implantée, pareil, n'a pas été investi. Clairement, Villeurbanne, c'est... on laisse ça à la gauche pour les opposants, c'est ça ? Villeurbanne, c'est une terre de mission. Quand on y va, c'est pas pour rien que Marc Fraisse y va, parce que personne ne voulait y aller. Partir, faire une campagne de 15 jours qui ne vous laisse pas le temps de vous faire une vraie notoriété, mettre 10 ou 15 000 euros sur la table, c'est ce que coûte une législative en 15 jours et risquer de ne pas faire 5%, c'est-à-dire de ne pas être remboursé de 47,5% du plafond de dépenses. Il faut quand même être installé, avoir des sous achetés par la fenêtre et avoir un certain ego. Donc finalement, on l'a retrouvé avec Marc Fraisse. Mais Emmanuelle Aziza, elle avait ça, non ? Non, mais Emmanuelle Aziza, elle est passée de LR à Renaissance. Elle s'est pris plusieurs claques parce qu'en fait, elle n'a jamais fait campagne, donc forcément, elle s'est pris des claques. Et aujourd'hui, elle a une vie à Paris. J'imagine qu'elle a autre chose à faire. D'accord. Allez, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouvera la semaine prochaine avec les circonscriptions suivantes de la 7e à la 14e.